Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Laetitia Groux, responsable pédagogique de la filière cinéma et audiovisuel sur le campus de Lyon. Je suis accompagnée sur cette masterclass par 2 de mes étudiantes en première année, Elisa donc Sola, qui est juste à mes côtés et Victoria Smith qui nous rejoindra un petit peu plus tard. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Nathalie Durand, directrice de la photographie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bienvenue à Lyon, bienvenue à 3IS. Merci, merci de me recevoir. Donc Nathalie, vous avez collaboré avec de nombreux réalisateurs et réalisatrices de films sur des projets de fiction, de documentaires, mais de clips. Et parmi eux, on trouve dans la fiction La faute à Faudel, 3 fois 20 ans de Jules Gavras, Jusqu'à la garde, le successeur de Xavier Legrand, Un week-end à Paris de Roger Mitchell, Pieds nus sur les limaces, Sky, Un monde plus grand et Tom de Fabienne Berthaud, Mon héroïne de Noémie Lefort, 5 hectares d'Émilie Deleuze, Le dernier souffle de Costa Gavras et tant d'autres. Je tiens à souligner que Jusqu'à la gare de Xavier Legrand a remporté donc le César du meilleur film en 2019. Mais vous avez aussi travaillé sur des documentaires, sur par exemple Alice Guy, la première femme cinéaste au monde, sur Marilyn, sur Simone de Beauvoir, etc. et sur plusieurs clips. Vous êtes également membre donc de l'Association française des directrices et directeurs de la photographie cinématographique. Et vous faites également partie du collectif des femmes à la caméra. Et on en reparlera un petit peu plus tard. Donc nous allons, Nathalie, profiter de cette masterclass pour parler donc de votre parcours, de votre approche métier. Au début, vous avez fait donc l'école de cinéma Louis Lumière. Pourriez-vous nous dire comment vous avez commencé dans le métier donc après l'école? Est-ce que vous êtes directement, allée sur un poste de directeur photo ou est-ce que vous avez du coup, vous êtes passé par d'autres postes? Alors non, j'ai suivi un peu la voie classique qui est l'assistanat. Quand je suis sortie de Louis Lumière, j'ai travaillé pas mal comme assistante caméra sur des projets plutôt institutionnels, des petits films, des courts-métrages, voilà, c'était plus alimentaire que non, enfin des courts-métrages, c'était intéressant, hein. Et donc j'ai fait des courts-métrages comme ça, des films et j'ai rencontré sur un court-métrage, il y a un directeur photo que j'ai rencontré qui s'appelle toujours Patrick Blossier et il venait de faire Santoine-Illois, de film d'Agnès Varda qui avait à l'époque un petit voilà, dont on avait pas mal parlé. C'était un des premiers films de Sandrine Bonnaire, je crois. Peut-être pas le premier parce que je pense que c'était Piala avant. Mais toujours est-il que Patrick, à ce moment-là, a commencé à faire beaucoup de films et que je suis partie avec lui comme assistante et j'ai été 15 ans assistante opératrice avec lui sur plus d'une trentaine de films. Donc maintenant, vous avez à votre actif de nombreux projets de fiction, mais également de documentaires et de clips. Donc vous travaillez avec différents réalisateurs. Donc il y a Et des Xavier Le et réalisatrices aussi. réalisatrices, évidemment. Il y a Xavier Legrand, il y a Fabienne Berthaud, il y a Costa Gavras, Julie Gavras. Hem, Est-ce que votre travail, enfin, varie, beaucoup d'un réalisateur à l'autre? Est-ce qu'il y a des choses qui restent, au niveau de votre style et vos propositions, constantes? Ou c'est toujours, une aventure différente? Bah, c'est ce qui fait la joie de ce métier, c'est que c'est jamais pareil. Donc, non, il y a les manières de fonctionner des réalisateurs et des réalisatrices sont très, très différents les uns des autres. Entre l'univers, je sais pas, entre Xavier Legrand et Fabienne Berthaud, par exemple, il y a absolument pas, bon après c'est des personnes qui s'apprécient, hein, je veux dire, mais ils sont pas du tout dans le même cinéma, dans la même, Heu, donc heu, donc je pense pas que moi j'ai un style particulier. Après j'ai une personnalité, je viens avec, ce que j'ai, ce que je suis, mon vécu et je pense qu'ils font appel à moi parce que, voilà, parce qu'ils y trouvent, quelque chose qui les intéresse. Après je pense pas que ça soit, vraiment visible sur les films, quoi. Est-ce que du coup maintenant on pourrait, parler un petit peu de votre processus de travail, voir, les différentes étapes, que vous abordez durant, la prépa et le tournage d'un film? La première étape, c'est quoi? C'est la rencontre donc avec le réalisateur, la lecture du scénario? Comment ça Oui, se passe? alors, bah, là encore c'est variable, soit, on m'envoie le scénario, je lis et puis je rencontre, le réalisateur ou la réalisatrice, après, soit des fois, ça m'arrive de rencontrer pour une 1re collaboration, de commencer par un rendez-vous juste sans avoir lu et que plutôt le réalisateur ou la réalisatrice me parle du projet de manière, comme ça un petit peu informelle.
Voilà, donc ça, c'est vraiment les premiers, voilà, les tout premiers instants, moments d'une collaboration sur un projet. Après, il y a tout le travail de préparation concret, donc de trouver les décors, de trouver le matériel qui est adapté pour le projet, de discuter avec le réalisateur ou la réalisatrice pour voir quelles sont ses envies, qu'est-ce qu'on va être amené à faire. Est-ce qu'on va tourner en studio? Est-ce qu'on va tourner en décor réel? Est-ce que il y a beaucoup de machinerie, beaucoup d'effets? Est-ce qu'il y a beaucoup de VFX? Toutes ces choses-là, quoi. Et la préparation, c'est vrai, la préparation, c'est vraiment un moment très important d'un tournage, d'un film. En fait, finalement, le tournage, c'est presque juste voilà, l'aboutissement de la préparation. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font en préparation. C'est vraiment très important. Voilà, de bien préparer. Et de plus en plus, les productions nous demandent de préparer très vite. Et à mon avis, c'est un peu dommageable. C'est dommage. Et donc pendant ces phases de prépa, il y a une partie qui est le mood board que donc vous faites, vous proposez au réalisateur ou à la réalisatrice. Là, c'est un mood board que moi j'ai fait, donc suivant un peu les différents décors. Donc avec des photos d'inspiration que j'ai trouvées un peu. Voilà, il y a un site par exemple qui s'appelle ShotDeck sur lesquels il y a beaucoup d'images de films. Donc voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi, par exemple, avec Fabienne Berthaud, je sais qu'elle fait, elle, un mood board avec beaucoup des idées de cadre, de lumière, des choses comme ça. Ça donne un petit peu, je dirais, Des pistes? des idées de lumière, de cadre, de couleur, des fois, de contraste, voilà. Donc ça, c'est vraiment un document d'échange avec en l'occurrence, le réalisateur, qui c'était Xavier Legrand. Et puis pour un peu aussi, ça sert un peu de document, voilà, pour toute l'équipe aussi, pour avoir un peu des idées voilà, de ce qu'on va tourner, de ce qu'on va faire. Et il y avait un autre document que vous m'aviez transmis, c'est un découpage. Donc là, le document, il est dessiné, mais vous faites pas toujours des découpages dessinés? Là, c'est un peu, voilà, c'était une première collaboration aussi avec une réalisatrice, c'était son premier film. Voilà, c'était un peu pour lui donner un peu des idées voilà, de comment on allait tourner les scènes. Et puis un peu aussi, pareil, le décor, pour que voilà, toute l'équipe un peu sache un peu les axes. Donc là, c'est un plan au sol, en fait, à droite, là, c'est un plan au sol. Et à gauche, c'était des petites vignettes, des petits dessins. Il y avait également un dépouillement Ça, c'est un technique. dépouillement technique. Alors, c'est un peu, ça, c'est un peu rébarbatif. Mais, ça, c'est un document que moi, j'aime bien faire parce que, alors ça, c'est un document je crois que c'était sur le successeur. Il y a la date de tournage, il y a tous les plans qu'on va tourner. Il y a le lieu, le Après, il y a décor. le décor. Après, il y a tout ce qui concerne la machinerie. Non, La d'abord, c'est caméra. la caméra. Est-ce qu'il y a Ensuite, une caméra? Est-ce qu'il y a deux ouais. caméras? Est-ce qu'elle va être utilisée? Parce qu'on tournait avec une Venice, donc il y avait le système de Rialto. Donc, est-ce qu'on va être en Rialto? Est-ce qu'il va y avoir du Steadicam? Et puis après, il y a toute une colonne sur la lumière. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? Est-ce qu'on borgnole? Est-ce que c'est pas borgnolé? Et puis après, la machinerie, est-ce que voilà, il y a de la grue, du travelling, des choses comme ça, quoi. Mais ça, c'est vraiment un document plus pour moi et puis pour l'équipe aussi technique. Merci. Et donc il y a la préparation, aussi avec, l'étalonneur. Oui. Alors ça, c'est toute la préparation qui est ce qu'on appelle le workflow. Donc ça, c'est quelque chose qui est venu un peu avec le numérique. Donc oui, je crois que c'est important d'établir vraiment un workflow dès le début, en amont du tournage. C'est-à-dire le workflow, c'est-à-dire qui va faire les backups, d'abord quelle caméra on utilise, quel codec, qui fait les backups, comment naviguent les disques durs entre le laboratoire et le tournage. On établit aussi les luttes, parce que voilà, maintenant,
C'est quelque chose que je fais de manière assez, constante. C'est-à-dire que j'établis vraiment des luttes de tournage, en préparation, pour qu'au montage, et j'insiste pour que ces luttes soient appliquées, sur les proxys de montage, pour qu'au montage, le réalisateur ou la réalisatrice ait l'image, qu'il a vue sur le plateau et qu'il va avoir finalement au final. Après, bien sûr, il va y avoir l'étalonnage et des ajustements, mais qui est quand même voilà, une notion voilà, du rendu de l'image, au montage. Parce qu'après, trop souvent, j'ai eu le cas, par exemple, d'une réalisatrice qui a tout monté tout le film avec, en log. Et du coup, elle trouvait ça super, elle trouvait ça très très beau, le log et tout. Et c'était pas possible, quoi. Et ça a été très compliqué pour la Revenir, faire revenir à une image qui pouvait ressembler à du log, assez diaphane comme ça, mais voilà, ça a été un long travail. Ensuite, il y a aussi l'étape de repérage. Ouais, tout à fait, de choix des décors. Exactement. Du coup, pareil, on a un extrait de document que vous nous avez, transmis, donc de repérage, avec, associé des applications que vous utilisez. Hem, Alors oui, ça c'est un espèce de aussi, c'est au jour le jour, ça c'est par décor. Alors avec des photos d'inspiration, des photos souvent de repérage et surtout aussi, oui, toute la course du soleil parce que, voilà, le soleil, c'est un élément qui est très important dans notre métier, la course du soleil en tout cas. Et donc, voilà, de savoir, à quelle heure on va pouvoir tourner, quels sont les axes. et donc vous utilisez des applications donc de positionnement du soleil? Voilà. Alors, soit je suis, sur le décor et donc là, à gauche, vous voyez, c'est plutôt, une application qui s'appelle, Helios. Il y a aussi Sunseeker qui est un peu la même chose. Donc là, on a sur le décor, on peut avoir avec la date où on va tourner, on peut savoir où sera le soleil. Voilà. Et puis l'autre, application là à droite, c'est suncalc.org. Ça marche pour le soleil, ça marche pour la lune. Et là, on est chez soi dans son ordinateur, on tape l'adresse et on a, une vue voilà, du décor. Et pareil avec la date et on peut savoir, où sera le soleil, voilà, et la lune, par exemple, si on a besoin de savoir la lune. Au niveau du découpage technique, comment s'articule votre travail avec le réalisateur ou la réalisatrice? Bah, encore une fois, là, ça dépend vraiment des personnes. Heu, Par exemple, Xavier Legrand, lui, il arrive, il a un découpage et comme quand il me donne le scénario, quasiment, on a le découpage, Instantanément. en même temps, pratiquement. Je pense qu'il écrit beaucoup déjà avec les plans dans la tête. Donc lui, il a vraiment un découpage qui est alors après, on modifie un peu des choses, voilà, mais il a vraiment, voilà, un découpage assez précis dans la tête. Avec Fabienne, par exemple, Berthaud, c'est complètement différent parce qu'elle, on n'a pas de découpage du tout. On tourne tout à 2 caméras et ça se fait vraiment au moment de tournage, même s'il y a elle fonctionne beaucoup par des inspirations, des idées de cadre, des envies, mais il y a pas de voilà, il y a pas de découpage vraiment à proprement parler. Et puis, avec, Noémie Lefort, par exemple, ou Émilie Deleuze, avec qui j'ai fait 5 hectares, c'était un peu différent. On avait fait un découpage en amont, mais après, voilà aussi, ça rassure d'avoir un découpage en amont parce que voilà, on sait qu'on a tant de plans à faire dans la journée, mais aussi après ça nous permet, un peu ça nous empêche pas quand on est une fois, sur le plateau De de changer, modifier, voilà. Autre question par rapport, à un sujet, d'actualité qui est la consommation d'énergie. Comment, et on fait de plus en plus du coup attention à ça, durant les tournages, comment ça remet en cause votre travail ou du moins ça réoriente certains choix? Moi je travaille avec Ecoprod. Bah, parce que c'est vrai que le cinéma, il y a une empreinte, carbone et qu'il faut aussi que dans nos métiers, on arrive à réduire cette empreinte carbone. Et là, sur le slide que vous avez vu, c'est vrai qu'on voit que 1 heure de production, audiovisuelle ou au cinéma, ça équivaut à peu près à 16 équivalent de 16 tonnes De CO2? de CO2, de carbone.
d'empreinte carbone et que c'est mis en regard de la consommation moyenne D'un Français, d'un Français et qui est de je sais plus combien. c'était 9 et quelques, Ouais, donc 9, ouais, 9, quelque chose. Donc, pratiquement la moitié d'une sur heure. une année, hein. Ouais, Sur une année, c'est voilà. ça. C'est voilà, Donc c'est-à-dire qu'une 1,7 heure par de an sur. production, ça équivaut au double pratiquement d'une consommation annuelle Voilà. moyenne. Voilà. Donc voilà, ça pose un peu des questions et du coup, enfin moi en tout cas, ça m'interpelle. Et du coup, bah oui, j'essaye un petit peu d'en tenir compte. J'essaye d'en tenir compte dans mon fonctionnement. Donc c'est essayer d'éviter d'avoir un groupe, par exemple, ce qui est devenu maintenant avec les sources LED plus faciles. Alors on dit que la LED, elle est moins impactante sur l'empreinte carbone. Je sais pas, parce que en France en tout cas, ben, on fonctionne au nucléaire, donc après il faudrait mesurer l'impact du nucléaire. Tout ça, voilà, c'est un peu en chantier, en travaux, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on ait en tête le fait qu'il faut aussi que dans le cinéma, voilà, on tienne compte voilà, de notre empreinte carbone. Donc ça peut être aussi sur le choix des décors, ça peut influer sur est-ce qu'on essaye de trouver des décors prêts pour pas avoir trop de déplacements. Ça peut être pas avoir trop de matériel dans le camion, de prendre dans le camion que le matériel dont on a besoin, d'avoir une consommation électrique effectivement maîtrisée, d'avoir des caméras. Moi, c'est vrai que je fais à chaque fois des essais de data pour savoir dans quel codec je vais tourner, de quel codec j'ai besoin pour ce tournage. Est-ce que j'ai besoin de tourner en RAW ou pas? Voilà, parce que ça fait des poids de rush et que ces poids de data, en fait, ces data, donc c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est du stockage. Après, on demande, voilà, donc voilà, c'est un peu avoir tous ces éléments-là en tête et d'essayer voilà, d'être le plus économe possible, je veux dire, en énergie. Merci Nathalie. Je laisse la parole à Elisa. Donc, dans vos films, vous avez du coup une approche plutôt naturaliste de la lumière, donc qui est plus ou moins prononcée selon vos projets. Euh, Quelles sont du coup vos techniques pour avoir une lumière qui semble naturelle? Oui, les lumières naturalistes, oui, c'est vrai, je suis assez d'accord. Mais après, on m'appelle assez peu pour faire des films de genre, donc je pense que c'est un peu lié. Euh, mais oui, la lumière naturelle, c'est quelque chose voilà, ouais, que j'apprécie et donc que Mm. j'essaye un peu au maximum de reproduire. Que vous observez beaucoup du coup? Ouais, j'observe et ouais, j'aime bien passer du temps sur un décor, par exemple, de voir comment la lumière évolue dans le décor. Après, ça veut pas dire que je vais essayer de reproduire forcément ça, mais ça peut, voilà, être une source d'inspiration en tout cas. Du coup, en extérieur, comment vous travaillez la lumière naturelle? Alors en extérieur, ben là, je reviens vraiment sur suncalc.org. Là, enfin, c'est vraiment avoir une notion de la course du soleil. De savoir quand est-ce qu'il est en contre, quand est-ce qu'on l'a dans le dos, bah, quand il y a du soleil, parce que des fois il y a pas de soleil, hein, mais moi je rééclaire très peu en extérieur, même jamais je crois. Faut vraiment, heu, si ça m'est arrivé, mais vraiment pour des choses très, très ponctuelles. Après j'utilise, beaucoup des réflecteurs, des toiles, hein, des grands cadres, 6 par 4 ou, soit de la diffusion, soit de la réflexion, soit du négatif des fois, c'est-à-dire du noir pour, ramener du contraste. Voilà, les tournages en extérieur, c'est beaucoup ça, ouais. C'est beaucoup des toiles. Donc c'est plus de la machinerie, c'est des électros, mais c'est beaucoup de la machinerie aussi. Je voulais aussi parler, du coup, un peu de la partie cadrage. Heu, donc dans le film, voilà, il y a pas mal de mouvements, que ce soit travelling, plan, épaule, ou même steadicam. Je crois qu'il y a un film qui a été tourné uniquement Oui, Le Dernier totalement Souffle. Ouais. ouais, qui a été tourné totalement au steadicam. Mmh. Comment, du coup, vous gérez, la lumière avec, ces déplacements?
C'est le cinéma, c'est ça, hein, les plans, c'est du temps et c'est du mouvement, donc on navigue avec ça. C'est sûr que plus ça tourne dans tous les sens, par exemple avec Fabienne Berthaud, par exemple, c'est une contrainte parce qu'on est toujours à 2 caméras, souvent dans des axes assez, différents. Donc il faut penser la lumière et puis on change tout le temps et puis, voilà. Donc il faut, que les sources ne soient pas visibles. Donc voilà, c'est essayer de trouver je dirais d'avoir une envie d'ambiance lumineuse et voilà, et de faire en sorte qu'on arrive à la transmettre, à le faire et que ça puisse marcher, dans plusieurs axes, quoi. Moi, je suis pas trop, j'aime bien quand l'image, ça prend pas trop de place non plus, sur un tournage. En tout cas, voilà, la lumière et tout ça, que les comédiens soient assez libres. Donc voilà, je travaille comme ça. Et du coup, par exemple, dans le successeur, du coup, sur la scène, du coup, du défilé, du coup, vous filmez dans tous les axes? Du coup, Alors là, oui, c'est particulier, hein, donc c'est un défilé de mode avec des murs blancs, ça m'a posé beaucoup de questions. On a pas mal travaillé avec la chef électro avec qui, que je travaillais, Sophie Leloup. Et donc oui, il fallait une lumière, pour éclairer le défilé, les femmes les mannequins qui défilaient. Et puis aussi, il y avait tous ces murs qui étaient des murs construits par la déco, en courbe comme ça, mais qui étaient des feuilles blanches et qu'il a fallu, éclairer aussi parce que, Xavier voulait qu'il y ait des ambiances lumineuses différentes suivant un peu comme si on changeait le papier peint, des murs, pendant le défilé, suivant le moment des collections. Il y avait une grosse surface à éclairer et en plus, on avait un top shot. On avait une caméra en haut et qu'il fallait que fallait pas que les projecteurs, soient visibles par Ah. voilà, donc ça, c'était la C'est le maquette décor. ça, c'est du le décor. Donc voilà, ces feuilles très hautes, hein, ça montait à 7 mètres, je crois. Et donc il y avait un top shot, donc il fallait pas que les sources, voilà, alors donc j'ai utilisé des pads là, qui s'appellent des pads qui étaient de la société Airlight, qui peuvent être gonflés à l'hélium, mais là ils étaient, accrochés au grill. Donc il y avait 4 pads et puis, il fallait pas que la lumière des pads arrive sur les murs, puisqu'il fallait que les murs soient éclairés par des des automatiques là, des Qui projecteurs, change de couleur, c'est voilà, ça? qui changeaient de couleur. Voilà, donc j'avais des pendrillons pour couper la lumière sur les murs et sur le fond du décor. Bah, du coup, merci Elisa pour votre participation. merci. Merci beaucoup Elisa. Merci beaucoup. Je vais passer à voilà, un tout autre sujet que le cadre, c'est les transitions. Donc on avait remarqué, des transitions assez originales dans les films, enfin dans certains de vos projets. Donc je voulais le souligner et en parler. Il y a d'abord peut-être un extrait du successeur. On va regarder l'extrait de la voiture. J'ai dit au chauffeur de t'attendre à l'aéroport avec un panneau à mon nom. Pour discrétion. Merci. Courage. Hein. Ça ne tentera vraiment pas Montgolfier, mais il y a des gens, semble-t-il, qui pensent que c'est non seulement agréable, mais bénéfique pour notre santé physique et mentale. Bonjour officiellement, moi c'est Pierre-Luc. Judith, enchanté. À votre service, monsieur Barnez. Oui, donc on est à Charles de Gaulle, on arrive à Charles de Gaulle et on se retrouve à Montréal dans le même plan. Voilà, donc là, il a fallu trouver déjà un moyen de faire rentrer la caméra Dans la voiture. dans la voiture. Donc on a enlevé le pare-brise de la voiture. On a mis la Sony, enfin c'est vraiment le Rialto avec juste l'objectif parce qu'en fait les voitures sont très profilées
Et donc l'espace pour passer la caméra et l'objectif est très restreint. Donc ça, c'était un enjeu assez compliqué. Donc on a réussi avec le Rialto, et qui était au bout d'une perche, parce qu'il fallait avancer sur le capot, on ne pouvait pas passer. Et donc en fait, il y a un travelling qui est en avant de la voiture, et puis avec un tube, et au bout du tube, il y a la caméra, et donc la caméra rentre, et puis que la caméra ressort. Merci pour ces explications. On va passer juste à la scène de la baignoire de Jusqu'à la gare, parce que vous m'aviez raconté que ça avait été une scène, du coup, assez intense, et une expérience marquante de tournage. Donc, je vous propose qu'on la regarde et puis que vous nous partagiez un peu justement cette expérience, juste après. Les policiers vont arriver. Une seconde alors. Bientôt fini, madame. Restez bien dans la baignoire, madame. Restez à l'abri, madame. Myriam, ouvre. Myriam. Police! Lâchez cette arme! Lâchez cette arme! Madame, vous restez dans la baignoire, les policiers sont en train d'intervenir. Vous êtes en sécurité là où vous êtes. Vous restez où vous êtes, d'accord? C'est la police! Calmez-vous! C'est la police! Bouge pas! Avant de commenter la scène, on vient d'accueillir Victoria. Bonjour Victoria, bienvenue parmi nous. Victoria va prendre la suite. Elisa s'est transformée, exactement. Transformée en Victoria. La suite des questions avec C'était un moi. trucage. Pareil. Du coup, sur cette scène, donc, qui est d'une intensité incroyable, comment ça s'est passé de votre côté Alors, en fait, cette scène, on a commencé par tourner la veille, je crois, l'arrivée de Denis Ménochet dans l'appartement, toute la scène avec Denis Ménochet dans l'appartement, quand il rentre et tout ça, même quand il tire les coups de feu, tout ça, il y a avant. Donc ça, on l'avait tourné la veille, et le jour où on a tourné cette scène de la baignoire, en fait, on a rediffusé le son. D'accord. Enfin, Xavier a rediffusé le son de la scène de la scène, voilà. Et donc c'est vrai que c'était très très fort. En tout cas, moi, c'est vrai que c'est un souvenir de tournage très fort, même dans ma relation avec Léa Drucker, quoi. C'est quelque chose que voilà, j'ai l'impression d'avoir vécu la même scène qu'elle, alors que moi j'étais avec la caméra, et ça n'a rien à voir avec le fait d'être vraiment dans la baignoire avec l'enfant. Mais que ça soit avec Thomas ou avec donc le garçon, ou avec Léa, c'est vrai que c'est très, très intense. Et même les gens qui étaient à l'extérieur, qui avaient un retour vidéo, tout le monde était... Enfin, je me souviens de Scotché, sortie. quoi. Ouais, c'était pas scotché, en larmes, quoi. En larmes. Ah ouais, c'était vraiment émotionnellement très, très dur. Ouais. Très fort. Et du coup, Nathalie, parlons de votre travail de direction de la photographie au service de la narration et de l'émotion. Donc, dans la plupart de vos films, la lumière participe donc à transmettre des émotions et parler de la narration. Par exemple, dans le film de Xavier Lecran, la photographie vient accentuer l'atmosphère oppressante du récit. D'autre part, dans les films de Fabienne Berthaud, l'esthétique naturelle et immersive vient appuyer la sensation de liberté. Du coup, moi, je me demande comment vous utilisez la lumière pour exprimer la vulnérabilité, la force ou la complexité de personnages. Je dirais il y a la lumière, mais il y a aussi le cadre, hein, et la façon dont la caméra aussi se comporte. Est-ce qu'elle bouge? Est-ce que c'est des plans fixes?
Donc, est-ce qu'elle est très fluide ou est-ce qu'elle est très, voilà, donc il y a aussi toute cette notion de la façon dont c'est filmé, et effectivement aussi la lumière, l'ambiance lumineuse. Bah, c'est un peu à chaque scène, de se poser la question de, bon, déjà, est-ce qu'il fait jour? Est-ce qu'il fait nuit? Qu'est-ce qu'on peut raconter de plus avec la lumière, ou comment la lumière peut, intervenir sur la scène et mettre un élément en valeur plus qu'un autre, voilà, c'est plus des choses comme ça. Et le contraste, est-ce que c'est quelque chose qui est très contrasté, ou au contraire, est-ce que on est dans une image plus douce? C'est sûr que ce soit la lumière ou que ce soit le cadre, c'est vrai que, voilà, ça joue dans ce que ressent le spectateur. En fait, ça devrait, quoi. En tout cas, c'est mon ambition après, Passons maintenant sur la partie des liens entre votre travail en fiction et en documentaire. Vous avez travaillé sur des fictions, mais également pas mal de documentaires, comme Le deuxième sexe sur les traces de Simone de Beauvoir, Mizraïm, Les oubliés de la terre promise, Elle s'appelle Ailiski, Marilyn, Dernière séance, etc. Comment votre expérience en documentaire influence-t-elle votre travail en fiction et inversement? et ben, oui, et inversement, parce que je pense que les 2 sont vraiment, se nourrissent l'un de l'autre, donc c'est pour ça que j'aime bien, heu, pouvoir faire les 2. C'est-à-dire que j'aime bien pouvoir alterner, fiction et documentaire, ce que j'ai réussi à faire pas trop mal jusqu'à présent. J'espère que ça va continuer. Bah, parce que le documentaire, pour moi, ce qui est important dans le documentaire, c'est le point de vue, c'est qu'est-ce qu'on raconte, comment on le raconte, et d'essayer de trouver un peu de cinéma dans le documentaire. C'est toujours quelque chose qui me préoccupe, c'est-à-dire ne pas être juste, filmer, des gens, juste comme ça, mais aussi, essayer de par l'image, donc par le cinéma, par le temps des plans, d'essayer aussi de mettre un maximum de, ouais, j'ai pas d'autres mots, de cinéma dans le documentaire. Et inversement, je dirais que, dans la fiction, c'est aussi être toujours un peu à l'affût de ce qui se passe, et d'arriver à à saisir, Heu, voilà, ce que peuvent donner les comédiennes et les comédiens, de manière, voilà, comme ça, pas forcément attendue, mais voilà, d'être vigilant là-dessus, quoi, et puis, voilà, et l'école du documentaire quand même, c'est aussi souvent des économies assez faibles. C'est vrai qu'il c'est rare qu'il y ait beaucoup d'argent sur un documentaire, donc c'est toujours aussi trouver un peu des des systèmes ou des moyens de faire qui, voilà, qui rentrent dans la logique économique, mais qui en même temps, répondent voilà, au sujet. Bah, merci beaucoup Victoria pour votre participation à cette masterclass. Du coup, moi, je vais enchaîner sur le regard féminin, hem, sur le fait que vous faites partie, déjà du collectif des femmes à la caméra, et comment, bah, déjà nous dire comment vous êtes impliqués dans ce collectif? Je rappelle juste que voilà, il compte 180 membres, et puis, il comporte, bah, des directrices photo, mais aussi des assistantes, des cadreuses, des électros, des machinos. Les Hem, DIT. oui, des DIT aussi. Comment vous êtes impliqués, Bah, oui, à la différence de l'AFC, donc qui est vraiment l'association des directrices et directeurs de la photo de cinéma, Femmes à la caméra est née, bah, après l'affaire Weinstein, hein, un peu, on s'est posé la question à quelques-unes là, on était membres de l'AFC, puis on s'est un peu dit, voilà, que nous aussi on avait, des choses à dire, sur, le climat qu'il y avait sur les tournages, et de la position des femmes, qu'elles soient techniciennes ou alors beaucoup d'actrices effectivement, ont souffert de ça. J'ai l'impression que ça va un petit peu mieux, mais parce que la parole, s'est un peu, débloquée. On en parle, bah, Femmes à la caméra, donc c'est né un peu, après l'affaire Weinstein, et c'était vraiment conçu comme un peu comme je dirais, oui, un espace de parole pour, les femmes techniciennes, de l'image. Donc effectivement des directrices photo, mais aussi des assistants, des DIT, des électros, des machinos.
Et puis pouvoir un peu parler de notre situation, de savoir comment ça se passait, voilà, et puis, on a fait un peu des conférences. On fait des conférences à chaque fois au micro-salon. On a fait toute un travail un peu qui s'appelait sur carrière et maternité, où un peu interroger justement sur voilà, ce passage à la maternité chez les directrices, chez les femmes qui sont techniciennes. Et puis maintenant, on fait aussi un podcast. Donc, si vous allez sur le site de Femmes à la caméra, et ben, il y a un lien vers des podcasts. On est à 3 et là, on va en enregistrer 2 autres. Voilà, à chaque fois, on a un entretien avec une directrice photo ou là, on va en avoir un aussi avec une chef électro, soit à propos d'un film, soit à propos de leur travail et de leur, voilà. Vous, à travers voilà, votre carrière, votre métier, comment vous avez vu évoluer justement la place des femmes dans ce métier, sur les tournages, dans vos équipes? Ben, c'est sûr que moi, j'ai commencé à travailler vraiment dans les années 80, hein, vous étiez pas nés, mais il y avait assez peu de femmes à la caméra. En tout cas, des chefs-op, il y en avait pas beaucoup. Ça va mieux. Maintenant, il y a beaucoup de femmes qui sont assistantes caméra. Il y en avait moins quand j'ai commencé moi, mais maintenant, il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont assistantes caméra. Donc, je vais dire que les choses s'améliorent un petit peu. Il y a toujours un peu ce plafond de verre parce que, voilà, on retrouve assez peu femmes. Ça va mieux, hein, mais on a du mal à retrouver des femmes directrices de la photo, même si elles ont été assistantes pendant des années. Sans doute pour plusieurs raisons. Je pense qu'il y a toujours ce sentiment de la légitimité chez les femmes qui est toujours un petit peu compliqué. J'ai l'impression que les hommes les jeunes hommes qui sortent des écoles de cinéma, par exemple, ils peuvent se dire chef tout de suite, directeur photo tout de suite, et puis ils vont y aller. Les jeunes femmes, souvent, c'est plus délicat. Enfin, je sais pas, non, c'est pas plus délicat, c'est plus. Il y a cette notion de est-ce que je vais être capable de le faire? Est-ce que je suis légitime pour le faire? Voilà. Donc il y a ça. Il y a le fait que on est assistante, et puis au moment où on a envie d'être chef-op, d'être calife à la place du calife, et ben on peut aussi, ça peut correspondre à l'âge où voilà, où il y a l'horloge biologique, comme on dit. On a envie d'avoir un enfant, et bah, du coup, on est enceinte, et donc on s'extrait du monde du travail parce que quand on est enceinte, c'est compliqué de travailler. Ça aussi, c'est un sujet, hein, pourquoi une femme enceinte, à un moment, elle est obligée de s'arrêter. Il y a des femmes enceintes voilà, qui peuvent continuer, mais dont les productions ne veulent pas parce qu'elles considèrent que c'est Dangereux? que c'est une maladie. Ouais, OK. Alors que voilà, il faut arrêter de penser que la grossesse, c'est une maladie. Et donc oui, ces jeunes femmes-là, elles ont un enfant, et du coup, elles travaillent plus, et elles s'arrêtent pendant minimum 6 mois, 7 mois, des fois 1 an, des fois. Et puis c'est difficile des fois de revenir sur le marché de l'emploi, donc elles n'arrivent pas finalement à passer chez FOP. Donc il y a ça qui est un peu ce passage qui est des fois un petit peu délicat. Moi, en ce qui me concerne, j'ai été plutôt chanceuse parce que j'ai 3 enfants, mais j'ai eu mes enfants quand j'étais assistante, et j'ai eu déjà, il y a eu le père de mes enfants s'en est beaucoup occupé, donc ça m'a permis de continuer à travailler même quand ils étaient petits. Et puis j'ai surtout bénéficié aussi de la bienveillance du directeur photo avec qui je travaillais, qui était donc Patrick Blossier, et qui à chaque fois, j'étais enceinte, je faisais un enfant, mais il me reproposait des films, même après mes grossesses. Donc voilà, ça m'a permis de continuer à travailler, de continuer à évoluer dans le métier. Voilà, mais je pense que les femmes, il faut qu'on soit, qu'on arrête de se penser illégitime, et Faut y aller. faut y aller, ouais. Merci beaucoup Nathalie pour tous ces propos, vos explications, votre partage très riche. Maintenant, je vais me tourner vers notre public et nos étudiants ici présents, et on peut faire un petit échange de questions-réponses. Bonjour, j'avais une question surtout par rapport à vos chefs de poste. Comment vous les choisissez, donc votre chef élec et votre chef mâche?
Et est-ce que vous reprenez toujours les mêmes ou est-ce que vous changez en fonction des projets que c'est? Et aussi, comment vous préparez avec eux et comment vous faites sur le tournage? Est-ce que vous avez déjà des plans de feu et vous choisissez les lumières en fonction déjà de la scène et après vous voyez sur le tournage où les mettre ou est-ce que c'est déjà hyper préparé voilà. Alors pour répondre ouais, il y a plusieurs questions. Le choix des équipes, il y a des voilà, alors comme moi je ne travaille pas, de manière, je travaille pas toute l'année, en tout cas pas sur des fictions, j'enchaîne pas des fictions, donc j'ai pas de quoi fournir, du travail à des chefs électro et des chefs machinaux pendant, toute l'année, donc forcément ils sont obligés d'aller voir autre part. Donc ils travaillent avec d'autres gens et des fois, je veux faire appel à eux, puis ils sont sur un autre projet. Donc oui, j'ai des gens avec qui, j'ai des gens que ça soit assistant caméra d'ailleurs ou électro ou machinaux, j'ai des gens avec qui je travaille, mais il y en a plusieurs, quoi. Il y a voilà, je suis pas, ils sont pas, ouais, je travaille pas assez pour leur fournir, du travail tout le temps, donc il y en a plusieurs, mais c'est un peu toujours les mêmes quand même. Je les choisis, ben, parce que soit je les ai connus parce qu'ils étaient, par exemple, un chef électro parce qu'il a été électro avant dans l'équipe et puis, le chef électro est plus là, donc voilà, soit, j'appelle un collègue ou une collègue et puis, voilà, je dis: «Mais est-ce qu'il y a pas quelqu'un, tu pourrais me conseiller pour faire ce film-là?» Voilà, c'est un peu des rencontres, des choses comme ça, un réseau. Et puis c'était quoi l'autre bout de la question? Comment vous vous préparez avec eux, est-ce que vous vous préparez avant ou est-ce que Oui, c'est sur alors, bah, oui, oui, la préparation, alors, moi je fais une préparation de mon côté, mais effectivement il y a, toute une phase de préparation avec les électros et les machinaux sur chaque décor. Déjà ils viennent, il y a des repérages techniques, donc les chefs de poste, ils sont tous là. Et puis on prépare avant, oui, on se dit, bah, là, on a besoin de telle source, là je voudrais une entrée de lumière, donc qu'est-ce qu'on va utiliser comme projecteur? Donc voilà. Après, la plupart du temps, j'ai quand même une idée quand j'arrive sur un décor de la manière dont je veux l'éclairer, donc c'est déjà prévu. Souvent déjà même il y a des pré-lights, donc il faut déjà avoir, voilà, d'avoir déjà connaître un petit peu, les envies. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui se font en préparation. Et j'avais une autre question, pour vous, la meilleure façon de devenir DOP, c'est de passer par la caméra ou par la lumière ou de faire les 2? Alors là, moi, je j'ai pas de réponse. Ce que je peux te dire, c'est que j'ai vu assez peu de chefs électro qui sont devenus, directeurs photo, mais il y en a quelques-uns. Après, quand on est assistant caméra, moi, pour l'avoir été pendant des années, c'est pas parce que tu es un bon assistant caméra que tu vas être forcément un bon directeur photo. Et inversement, tu peux être, un très mauvais assistant caméra et être un très bon, directeur photo, et je pense qu'il y a pas de règle là-dessus. Mais c'est que quand tu es assistant caméra, enfin moi de mon expérience, c'est que finalement j'ai assez peu, appris sur la lumière, bizarrement. Parce qu'on est tellement concentré sur son boulot, sur, ce qu'il faut faire, c'est que bien sûr on voit, un peu comment ça se fait, mais j'ai l'impression que moi, la lumière, je l'ai beaucoup, appris en allant au cinéma, en allant en regardant des films, en regardant de la photo, des images et puis en la faisant, quoi, au fur et à mesure et puis, voilà. Bonjour, moi c'est Thomas et j'avais une autre petite question par rapport à la prépa. C'est combien de temps vous prenez souvent par rapport à la prépa, par rapport à, surtout les longs métrages fiction, toute la prépa avec la réalisation et ce qu'on disait avec les chefs de poste, chef électro, chef mach, savoir combien de temps ça prenait en tout, souvent et en moyenne. Alors, bah, ça dépend des projets, mais, je dirais qu'une prépa, c'est minimum 3 semaines. Heu, alors après, il y a par exemple, on peut faire des repérages, bien en amont, des mois avant et puis avoir des rendez-vous comme ça ponctuellement, un peu en avant aussi.
Mais ouais, je dirais qu'une prépa d'un film, disons, classique et normal, ça serait, je dirais, 3 semaines de vraiment, prépa, effective, où on fait que ça, quoi. Ça n'empêche pas que oui, encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail qui se fait avant la préparation. Il y a de la pré-préparation. Ne serait-ce que dans tout le travail d'échange avec, la réalisation. Souvent aussi dans, savoir ce qu'on va prendre comme matériel, par exemple les essais, tout ça, le choix de la caméra, des optiques, tout ça, ça se fait, avant. Et puis, tout de la stratégie, de la lumière, des camions, de tout ça, ouais, ça se fait, souvent avant, quoi. Une autre question par rapport aux caméras, justement. Le choix par rapport à toutes les caméras qui sont sorties, et surtout que depuis le temps que vous faites tout ce métier, bah, il y a eu beaucoup d'évolutions au niveau du numérique avec les nouvelles caméras qui sont sorties, ce qu'elles pouvaient capter niveau lumière et tout. Et comment justement vous arrivez à choisir quelle caméra prendre et quelle optique suivant les désirs de la réalisation et de la direction artistique? Heu, bah, ça, c'est vraiment en fonction des projets, en fait. Parce que je tourne avec Sony, je tourne avec, les Alexa. J'ai pas tourné encore avec l'Alexa 35, mais je tourne avec les caméras Arri, je tourne avec, des RED aussi, donc ça dépend vraiment des projets. Ça, en fait, je fais des essais, souvent des essais avant. J'essaie plusieurs caméras avec plusieurs optiques, plusieurs séries d'optiques. Alors ça peut être essayer des optiques, essayer de l'anamorphique ou du sphérique, mais ça peut être aussi essayer un genre d'optique ou un autre, une marque ou une autre. Ça, c'est vraiment des décisions qui se prennent, en amont de tournage avec des essais, quoi, vraiment des essais. Si on a la chance de faire des essais dans les décors, c'est, fabuleux, mais c'est pas toujours le cas. Est-ce que vous avez déjà eu sur un tournage, un moment où vous aviez plus le temps? Et est-ce que vous avez dû faire des concessions par rapport au temps sur le tournage? Voilà. Ouais, bah, des concessions, on en fait beaucoup, hein. Ça fait partie du boulot voilà, c'est de gérer le temps. Heu, oui, sans doute, ça m'est arrivé de faire des plans où, on se dit: «Bah, voilà, il faut tourner maintenant», donc même si on n'est pas abouti, si on n'a pas abouti son travail, ben, on va tourner et puis, on espère que ça va aller, quoi. Oui, oui, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Je suis pas, par exemple, je dirais jamais à un réalisateur ou une réalisatrice: «Non, on peut pas tourner là, c'est pas possible». Ça, c'est un truc que moi j'aime pas. Alors forcément, je me retrouve à faire des choses qui sont sans doute pas très bien, mais j'estime que, voilà, que ce qui est important, c'est que, voilà, c'est qu'il y a les comédiens, les comédiennes fassent. Et en documentaire, c'est pareil, c'est-à-dire qu'en documentaire, il faut faire avec ce qu'il y a et des fois, c'est très moche et voilà, il faut faire avec et il faut essayer quand même que ça nous plaise, quoi. C'est tout. Mais des concessions, oui, on en fait beaucoup, ouais. Bonjour, moi je m'appelle, Oriane. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des conseils à donner à justement, à des jeunes qui veulent faire votre métier et qui sont dans leur début? Un conseil, ben, qu'il faut croire en soi. Donc je pense qu'à partir du moment où on a envie de faire ce métier, on est légitime pour le faire et que, voilà, on a des compétences et qu'il faut y croire et puis il faut tourner et puis ouais, je pense faut faire des images, bah, ce qui est bien dans une école, par exemple, c'est que, voilà, c'est un premier réseau. C'est arriver à grandir avec, les autres gens de sa promo, voilà, d'essayer de faire des choses, des tournages. Parce que vous êtes dans une école, voilà, il faut en profiter, il faut faire plein de choses, il faut essayer. Il faut vraiment, voilà, il faut pas avoir peur comme on est dans une école, il faut pas avoir peur d'essayer des choses, de se tromper, mais et puis voilà et puis ouais, c'est s'accrocher et y croire et puis aller au cinéma, je crois. Voilà, aller au cinéma. Eh ben, merci beaucoup, merci à tous. Nous arrivons au terme de cette masterclass. Merci infiniment Nathalie d'être venue à Lyon, Bah, merci. d'avoir pris du temps, voilà, pour répondre à nos questions, répondre aux questions de nos étudiants.
Merci à Elisa et à Victoria d'avoir participé à cette masterclass. C'est vraiment un plaisir. Je tiens à remercier particulièrement Denis Oyer, qui est référent image et qui a encadré les deuxièmes années sur cette captation. Merci à vous également, les étudiants de deuxième année, et ainsi que toute l'équipe de 3IS qui a participé à l'organisation technique de la captation. Nous vous donnons donc rendez-vous à la rentrée prochaine pour de nouvelles masterclass avec 3IS. En attendant, vous pouvez donc retrouver toutes les masterclass sur la chaîne YouTube 3IS Éducation. Merci beaucoup. Très bonne fin de journée à tous et à toutes et à très bientôt.